Bien, nous nous retrouvons pour la suite de ces méditations métaphysiques et je vous propose de partir de ce propos d'Aristote qui ouvre justement son grand traité de métaphysique au livre Alpha. Aristote écrit que tous les hommes désirent naturellement savoir. Mais pour celui qui veut saisir les causes qui garantiraient solidement ses connaissances, une difficulté fondamentale surgit aussitôt. La question de savoir par où commencer. Car il ne peut pas s'agir simplement de glaner, d'empiler des informations sur la métaphysique, ou de proposer simplement quelques idées nouvelles divertissantes. La difficulté, c'est de s'élever à des principes satisfaisants, c'est-à-dire des principes dont on pourrait déduire des connaissances assurées, qui pourraient assurer la cohérence d'une pensée. La métaphysique est donc la recherche d'un commencement digne de ce nom, au milieu d'une profusion d'apparences tumultueuses, dissonantes, voire contradictoires. Par métaphysique, j'entends donc la connaissance de la connaissance. La connaissance des premiers principes de la connaissance des régimes ou des niveaux de vérité auxquels une conscience conçoit le réel. Ces principes que nous voulons connaître ne désignent pas de simples objets, mais les briques, les matériaux fondamentaux avec lesquels un monde d'objets peut être constitué comme tel. Ces principes sont toujours déjà mis en œuvre quand nous voulons les observer, en les objectivant. Ils sont toujours présupposés par l'enquête qui les met en œuvre. La métaphysique devra donc surmonter le problème d'une pétition de principe. Ou pour le dire poétiquement, comme Zhuangzi, je dis que tu rêves, et cela aussi est un rêve. J'essaierai de montrer que nous ne sommes pas condamnés à un cercle logique, ni à l'absurdité d'une régression à l'infini dans la recherche des axiomes initiaux, et qu'il est possible de commencer, c'est-à-dire de poser des principes premiers, des axiomes. Discussion de leur validité est l'affaire de la science métaphysique qui cherche à comprendre ce qui conditionne la pensée, à définir les axiomes à partir desquels nous construisons nos paradigmes, théories, modèles, nos représentations du monde. Alors que faut-il entendre par esprit ou conscience ? Eh bien, sur cette notion, je propose d'abord de distinguer deux champs de questions. D'un côté, celui de la conscience comme pouvoir de représentation, comme langage, comme système de signes organisé en vue de produire un sens. Et sous cet angle, la conscience désigne le mental. Ce que les penseurs classiques appelleraient peut-être plutôt l'entendement, qui est à la fois conscience fragmentaire, conscience de quelque chose, supposant un objet qui se tient en vis-à-vis, et conscience fragmentée, puisqu'elle articule une diversité de signes, gestes, phonèmes, signes écrits, etc. Mais la conscience, ou l'esprit, désigne aussi le champ d'expérience d'une conscience sans objet. Présence attentive, conscience d'être conscient, témoin de soi-même dans l'unité d'un réel sans séparation. Intuition ineffable, parce que non duel, non fragmentaire, récusant dans l'expérience absolue, cette expérience dont nous aurons à parler, toute distinction du sujet et de l'objet. Ce qui est paradoxal. En parler constitue un paradoxe. Paradoxe radical pour une philosophie qui critique l'inaptitude du langage à dire le réel. Affrontant pourtant cette difficulté, on peut citer pêle-mêle
parmi les efforts qui ont précédé le nôtre, la métaphysique bergsonienne de la durée, la psychanalyse bachelardienne des images, la voie bouddhique de l'expérience du samadhi ou celle du Tao chinois. Autant d'efforts pour se libérer de tout savoir constitué et remonter en quelque sorte au degré zéro du langage, ou en amont du langage. Ces efforts ne sont-ils que bavardages futiles ou peuvent-ils produire sérieusement une science métaphysique? Comment peut-on, après la critique kantienne, prétendre encore construire la science d'une expérience qui ignore les concepts et les catégories de l'entendement, qui entend se situer en amont de la distinction du sujet et de l'objet? De cette expérience et de la vérité à laquelle elle est censée conduire, peut-il vraiment y avoir quelque chose à dire ou vaut-il mieux se taire? Mais l'audace d'en parler n'est-elle pas un risque à courir? Peut-on prendre encore la métaphysique au sérieux sans supposer cette expérience possible? C'est donc à Leibniz et à d'autres auteurs de l'Orient, indiens ou chinois, plutôt qu'à Kant, qu'on reviendra pour essayer de satisfaire notre désir naturel de savoir, comme disait Aristote, en prolongeant la recherche de cette philosophia perennis que Leibniz évoquait dans sa lettre à M. de Raymond en août 1714, philosophia perennis qui nous en fraye le chemin et qui permet de comprendre comment nous nous représentons le monde, comment nous le rêvons. Cette métaphysique sera donc en quelque sorte une onirologie du réel, une science de la manière dont nous rêvons le réel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer cette méditation métaphysique ensemble. À très bientôt.